On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. On est stabilisé. Je pense qu'on va peut-être d'autres personnes vont se connecter en cours de route. Donc bonjour à tous. Voilà, je suis Moïne Joma, le président de la Ligue contre le cancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, la Ligue contre le cancer 85, je précise. Donc aujourd'hui, un nouveau webinaire avec le docteur Damien Van Steen, qui est médecin à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, donc ICO à Gauduchot, et qui est un médecin très impliqué et spécialisé dans la nutrition et cancer, et qui aujourd'hui va nous parler effectivement un petit peu des idées reçues, peut-être un petit peu dans le cancer, un peu de la prévention, et puis parler effectivement aussi des régimes que l'on peut voir, ou en tout cas que certaines personnes peuvent utiliser dans le cadre de la maladie cancer. Donc Damien, je ne vais pas te prendre trop de temps de parole. Je rappelle juste que, effectivement, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et qui sera disponible en replay, évidemment, pour les gens qui le souhaitent ultérieurement. Voilà, Damien, je te laisse la parole. Et puis, je suis désolé, je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin, mais je regarderai avec beaucoup d'attention ton intervention. Merci. Bonjour, merci beaucoup à la Ligue contre le cancer, au comité vendéen de m'avoir proposé de vous parler ce soir sur le thème d'alimentation et cancer. Et puis merci beaucoup, Mouine, de m'avoir fait confiance. Donc voilà, donc on va parler un peu d'alimentation et cancer. Alors quand on parle d'alimentation et cancer, ben, de quoi on parle en fait? Si j'arrive à passer mes diapositives, non, ça ne passe pas. Alors, je vais essayer de repartager mes diapos, je vais recommencer. Quand on parle d'alimentation et cancer, donc en fait, on parle de deux choses, en fait, à la fois une fonction physiologique. Alors, je suis un peu perdu, excusez-moi, j'ai du mal à partager. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps de partager. Oui. Je vais vous dire, là pour l'instant, on ne voit pas votre présentation. Maintenant, on la voit. Mais là, vous la voyez en grand, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. On va voir si ça marche. Donc, en fait, quand on parle de manger, on parle à la fois d'une fonction très physiologique, hein, où on va manger des calories, des protéines, des glucides pour avoir de l'énergie. Alors ça, c'est très soignant comme vision. Mais il y a également toute une fonction symbolique de l'alimentation. Voilà, l'alimentation, c'est un enjeu de vie et de mort avec la dimension affective de l'alimentation et une dimension sociale, hein, notamment en France où on aime bien inviter des proches à manger chez nous. Donc voilà, et donc en fait, quand on parle d'alimentation et comme ça, je pense qu'il faut avoir un peu ces deux dimensions-là en tête parce qu'on sait que l'alimentation peut être difficile. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer deux choses. Le plaisir de l'alimentation et puis la nutrition très médicale qui permet finalement de couvrir les besoins. Donc voilà, donc moi je vais m'efforcer tout au long de cette présentation voilà, de faire transparaître un peu ces deux dimensions de l'alimentation et je pense que pour bien prendre en charge quelqu'un qui a des difficultés pour manger quand il a un cancer, il faut être vigilant sur ces deux notions à la fois de plaisir et de besoin nutritionnel. Donc alors, la dénutrition en cancérologie, c'est quelque chose malheureusement qui est très fréquent. Quand est-ce que ça survient? Ça survient quand les apports sont insuffisants pour couvrir les besoins. Deux raisons. Souvent, déjà, les besoins augmentent parce que le fait d'avoir un cancer, c'est une situation d'agression pour l'organisme et donc les besoins vont être un peu plus importants. Et puis, les apports vont diminuer parce qu'on a moins envie de manger, on a ce qu'on appelle la sensation de satiété précoce où on se met devant l'assiette et puis on se dit, ah ben là, je vois l'assiette et j'ai tout de suite plus faim ou je mange un tout petit peu et je me sens rassasié. Et donc cela, ça va entraîner une perte de poids qui peut être parfois très importante. Et finalement, la dénutrition, c'est cette perte de poids. Alors, comment on dit que quelqu'un est dénutri? Alors, il y a des critères qui ont été revus en novembre 2019, qui sont un peu plus complexes, mais de façon simplifiée, en fait, on va regarder l'évolution du poids. Donc, quelqu'un qui a perdu du poids sur le dernier mois,
sur les 6 derniers mois ou par rapport à son poids habituel, on va se dire qu'elle est dénutrie. Voilà, il y a un critère, le rapport du poids sur la taille, ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Alors bon, ça c'est toujours un peu discutable, hein, parce qu'on peut être en surpoids et dénutri, ou il y a des personnes qui vont avoir un poids insuffisant, mais qui est de base, et sans pour autant qu'elle soit dénutrie. Et puis dernièrement, dans ces nouveaux critères, ce qui a été surtout rajouté, et qui est finalement, je pense, presque le plus important, c'est une notion de réduction, soit de la masse musculaire ou de la fonction musculaire. Donc, il y a différents paramètres. On peut regarder sur le scanner quelle est la quantité de muscles de la personne, ou alors on peut regarder au niveau de la fonction. On a des appareils qui permettent de mesurer la force musculaire et de voir si cette force musculaire est diminuée. On se dit que la personne est dénutrie. Et ça, je trouve que c'est un critère qui est finalement très intéressant parce que, en fait, moi, quand je prescris un soutien nutritionnel à un patient, ce que j'en attends, c'est certes qu'il reprenne du poids, mais ce n'est pas juste reprendre du poids qui est intéressant, c'est plutôt que cette personne-là puisse reprendre une masse musculaire satisfaisante pour pouvoir faire ses activités et pouvoir être dynamique. Et c'est finalement ça peut-être le plus important. Et donc cette dénutrition, alors elle est soit en lien avec une maladie, notamment le cancer, ou alors dans les critères, ça peut être tout simplement lié à une diminution des apports oraux, quelqu'un qui fera un régime un peu trop drastique, qui perdrait énormément de poids avec une fonte musculaire, peut être classé comme dénutri. Alors, la dénutrition, est-ce que c'est fréquent? Alors ça, c'est une étude qui date maintenant d'il y a quelques années, où en fait, on regardait dans les dossiers, est-ce que les personnes étaient dénutries en cancérologie? Donc on avait à peu près 39% des personnes atteintes de cancer qui étaient classées dénutries. Et dans cette étude, on corrélait à des enquêtes auprès des médecins qui avaient tendance à surestimer la proportion de personnes dénutries, avec environ 44% des personnes qui étaient étiquetées dénutries. Et par contre, quand on demandait aux patients et à leur entourage s'ils s'estimaient dénutris, ils avaient tendance à sous-estimer. Donc il y a quand même un peu une sous-estimation de la part des patients des problématiques nutritionnelles, avec les médecins qui ont tendance à surestimer cela. Et pourtant, c'est important la dénutrition parce que ça va entraîner pas mal de conséquences. Alors, tout ce qui est infection nosocomiale, donc les infections nosocomiales, c'est des infections qui surviennent en lien avec des procédures de soins. Donc, c'est quelqu'un qui est hospitalisé et qui attrape une bactérie. Quelqu'un qui est dénutri, on va avoir également plus de complications en post-opératoire, plus de complications avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Et puis, avec certaines chimiothérapies, la dénutrition va entraîner une diminution de la réponse à la chimiothérapie, donc un peu plus de rechute, et malheureusement, une altération de la qualité de vie, quel que soit le traitement. Et donc, c'est pour ça que je trouve important de prendre en charge les personnes dénutries pour éviter toutes ces problématiques. Alors, comment on va prendre en charge les personnes dénutries? Plusieurs actions. Déjà, il va falloir se poser la question de pourquoi la personne va moins manger. Et notamment, pendant la chimiothérapie, il y a plein de raisons pour moins manger. On peut avoir des nausées ou des vomissements. On peut avoir des aftes, l'inflammation de la bouche, ce qu'on appelle la mucite. On peut avoir des troubles du transit, des perturbations du goût et de l'odorat. Les personnes décrivent fréquemment une sensation de goût métallique dans la bouche. Tout à l'heure, j'en parlais, la notion de satiété précoce. Le fait de prendre de nombreux médicaments également, si le matin on a déjà 5 ou 6 gélules à prendre avec un fond d'eau à chaque fois, on va avoir l'estomac qui va être rempli par les gélules et l'eau et on va tout de suite plus avoir faim. Quand on est fatigué, on a tendance à moins manger également. Quand on a des douleurs, les douleurs souvent ça capte un peu toute l'attention et puis ça empêche de manger. Et puis tous les troubles de l'humeur, la dépression, l'anxiété, ça va altérer les difficultés alimentaires. Et donc en fait déjà, pour répondre à que manger pendant les traitements, c'est déjà de se dire quelle est la cause et agir sur cela. Calmer les nausées et vomissements, calmer la douleur, voire améliorer l'humeur, faire un peu le tri dans les médicaments. Ça va déjà être un premier levier d'action. Comme autre levier d'action, ça va être des conseils diététiques qui sont qui vont être adaptés à chacun. Donc déjà, de soigner l'environnement du repas, faire attention à la présentation. Et c'est ce que les personnes hospitalisées nous disent. Quand on se retrouve hospitalisé, qu'on a le repas qui est servi dans une barquette plastique,
sous vide, tout de suite, ça donne moins envie de manger. Si on met la portion à manger dans une assiette, qu'on prend le temps de s'installer à table, qu'on déplie une serviette, tout de suite, l'appétit va être un tout petit peu meilleur. Faire attention à la variété des aliments, hein. Toujours manger la même chose, c'est assez lassant. Et donc, c'est important de changer, de diversifier un peu son alimentation. Et puis, alors, parfois, la convivialité, ça peut être à double tranchant. Parfois, le fait d'être avec quelqu'un pour manger, ça va nous stimuler l'appétit et ça va être un peu plus simple pour manger. Mais parfois, c'est aussi l'inverse. Quand on a déjà des difficultés pour manger et qu'on sent l'entourage qui est inquiet de nous voir pas bien manger, on va ressentir la pression de l'entourage. Et moi, j'ai plusieurs patients qui me disent que finalement, le meilleur repas de ces personnes-là, c'est vers minuit, quand tout le monde est en train de dormir, qu'il n'y a plus de pression des autres, et ces personnes-là vont manger tranquillement et vont manger un peu mieux. Donc, la convivialité, c'est vraiment à double tranchant, c'est vraiment à adapter à chacun. Et puis, ce qu'on conseille facilement, c'est de fractionner l'alimentation, de servir de toutes petites portions, plus souvent, ou quitte à se resservir. Se mettre devant une grande assiette, tout de suite, ça va nous couper l'appétit. Et alors que de se servir une petite assiette, la finir, et puis se resservir, ou manger en plusieurs fois, on va manger un petit peu plus. Ce qui est important, c'est bien sûr de se faire plaisir. Hein. L'alimentation, ça doit toujours être un plaisir. Et il ne faut pas se forcer à manger des aliments qui ne nous font pas envie. On va moduler tous les régimes restrictifs, donc on va en parler tout à l'heure, hein, notamment du régime cétogène, le régime sans sucre, du jeûne thérapeutique. On va questionner la prise des médicaments, donc ça c'est plutôt demander à son médecin traitant est-ce que tous les médicaments sont indispensables. Et puis après, on va donner des conseils pour enrichir l'alimentation. Donc il y a tout ce qui est protéines. Alors les protéines, on en a quoi? On en a dans la viande, et souvent il y a un dégoût de la viande quand on est sous traitement. Donc on peut remplacer la viande par du poisson, notamment tout ce qui est sardines, thon en boîte, ça peut se mélanger assez facilement à des salades ou à des pâtes, sans forcément avoir à devoir manger un vrai plat de poisson. Les œufs, c'est également des sources de protéines. Tout ce qui est charcuterie, produits laitiers, fromage, laitage, c'est des sources de protéines. Donc, par exemple, on va proposer de rajouter du lait en poudre, des œufs, du fromage dans les préparations. Et puis, on va enrichir en calories, notamment en matières grasses, qui sont ce qui contient le plus de calories. Donc, éviter les produits laitiers allégés, prendre des produits laitiers soit entiers, soit à 30 ou 40% de matière grasse. Prendre du beurre, de la crème, cuisiner les aliments, notamment en gratin ou en soufflé, ça permet d'avoir un peu plus de calories. Et puis après, il y a toutes les collations énergétiques prêtes à l'emploi ou les boissons caloriques. Voilà, donc dans ces boissons caloriques, alors je ne veux pas faire de la pub, hein, donc j'ai fait exprès de prendre des anciennes photos, hein, c'est plus forcément cet aspect-là. Il y a tout ce qui est complément nutritionnel. Ce qui est important, c'est qu'il y en a plein qui existent, soit sous forme de crème dessert, de boissons lactées, de jus de fruits. Maintenant, il y a un laboratoire qui a développé une sorte de thé glacé, un peu comme de l'ice tea. Il y a sous forme de soupe, de riz au lait, de compote, des choses comme ça. Donc, ce qui est important dans les compléments nutritionnels, c'est de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous envie de manger la même chose, et donc il faut en tester plusieurs pour trouver ce qui nous plaît, et également tester des parfums qui nous plaisent. Et puis, si malgré tout, ces conseils-là ne sont pas suffisants, ou si les compléments ne suffisent pas, on peut être amené à faire de façon transitoire une nutrition artificielle. Ce n'est pas un drame. Il y a différentes manières de faire une nutrition artificielle. Ça peut être soit de poser une sonde d'alimentation, si le tube digestif est en état de fonctionner. Et puis, si malheureusement, on a des problèmes au niveau du tube digestif, en dernier recours, on va faire une nutrition en perfusion, ce qu'on appelle une nutrition parentérale. Alors, quels conseils on pourrait donner? Donc, dans la journée, on a 3 repas. On a le café, le déjeuner et le souper. Donc déjà, on va enrichir l'alimentation. On va transformer le café en un vrai petit déjeuner en mangeant quelque chose, en mangeant du pain, des biscottes, des choses comme ça. On va essayer d'enrichir un peu le déjeuner. Et puis le souper, on va le remplacer par un vrai dîner avec par exemple une part de fromage en plus de la soupe et puis un dessert. On va faire des collations, donc on va manger entre les repas, manger dans la matinée, manger dans l'après-midi. Et puis finalement,
normalement, dans la journée, on fait 3 repas sur la journée, puis il y a toute la nuit pour assimiler les nutriments. Et bien là, on va conseiller de limiter cette période de jeûne la nuit où on va un peu puiser dans nos réserves quand on n'a pas bien mangé, en faisant une collation avant d'aller dormir. On peut également retarder un peu l'heure du dîner pour réduire ce jeûne nocturne. Et donc, c'est également tout un enjeu dans les établissements de santé. Quand on est hospitalisé et qu'on mange à 18h, c'est très très tôt. Et après, la nuit est très longue. Donc, petit à petit, il y a quand même des recommandations. On essaie de conseiller aux directeurs des établissements de santé de retarder un peu l'heure du repas. Après, malheureusement, ce n'est pas toujours faisable en termes d'organisation pour les personnes qui servent les plateaux repas, malheureusement. Et puis, on peut donner ces compléments alimentaires. Donc, ces compléments alimentaires, ça vient en plus de l'alimentation. Donc, c'est plutôt en fin de repas ou entre les repas. Et puis, si tout ça n'est pas suffisant, on va faire l'alimentation artificielle qu'on fait plutôt la nuit pour permettre aux personnes de manger dans la journée et puis également de pouvoir de gagner en autonomie dans la journée, de pouvoir sortir de chez soi. Donc, voilà pour quelques conseils qu'on pourrait donner. Et puis, en parallèle de l'alimentation, c'est important de faire quand même de l'activité physique parce que tout à l'heure, je parlais qu'il faut refaire du muscle et donc pour ça, il faut faire de l'activité physique. Alors, l'activité physique, elle a plein de bienfaits en cancérologie. C'est que déjà, ça a pour but de limiter le surpoids et l'obésité. Et on sait que le surpoids et l'obésité, ça augmente un peu le risque de certains cancers. Et également, dans certains cancers, notamment dans le cancer du sein, ça augmente le risque de rechute et ça limite la reprise du travail après un cancer. Ça a été démontré récemment que les femmes qui ont pris du poids pendant la chimiothérapie, elles ont plus de difficultés à reprendre le travail. Donc, c'est important de faire de l'activité physique pour limiter le surpoids et pouvoir se réinsérer après dans sa vie active. Ça va également moduler la production de certaines hormones qui peuvent favoriser certains cancers ou favoriser la rechute. Ça a un rôle de stimuler le système immunitaire et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus maintenant de cette importance du système immunitaire, cette importance qu'on appelle le microbiote. C'est les bactéries qui sont de façon physiologique dans le tube digestif et on sait que l'activité physique va avoir un rôle protecteur là-dessus et que ça permet de prévenir de nombreuses maladies. Et puis également, l'activité physique, ça accélère le transit intestinal et donc ça permet de réduire le contact entre certaines substances cancérigènes qui sont dans le tube digestif avec la paroi du tube digestif. Et donc, ça réduit le risque de cancer du côlon notamment. Et donc, en fait, l'activité physique en prévention des cancers, ça a été démontré que ça réduit le risque de nombreux cancers. Alors, tout ce qui est cancer du côlon, du rectum, du sein et de l'utérus, ça s'est démontré. Et il y a probablement un rôle protecteur dans de nombreux autres cancers, cancer du pancréas, cancer du poumon, cancer du rein notamment. Donc voilà, donc l'activité physique, c'est très bénéfique. Et pendant les traitements, ce qui a été démontré, c'est que c'est vrai avant, quand j'ai fait mes études, les conseils qu'on disait, c'est vous êtes fatigué pendant les traitements, il faut vous reposer. Et finalement, on a changé un peu de paradigme et paradoxalement, on dit vous êtes fatigué pendant les traitements, il faut s'activer un peu. Alors, s'activer de façon raisonnable, on ne dit pas aux personnes d'aller courir 10 km, c'est pas forcément ça qu'il faut faire, mais c'est essayer de bouger un peu régulièrement. Pourquoi ? Parce que de faire de l'activité physique, ça va améliorer la qualité de vie. Ça a été démontré que ça réduit la fatigue, ça réduit les symptômes dépressifs, les personnes vont mieux dormir, et puis également, ça améliore l'image de soi. Ça permet de diminuer le risque de baisse de la masse musculaire. Cette baisse de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Or, on sait que les personnes qui ont une fonte de la masse musculaire, il va y avoir un peu plus d'effets secondaires des traitements, notamment un peu plus de toxicité. Et puis, on va avoir, avec l'activité physique, on voit que les effets secondaires des traitements diminuent. Et donc, s'il y a moins d'effets secondaires, on est moins amené à réduire les doses de traitement. Donc, il y a un meilleur suivi des traitements. Donc, l'activité physique, elle est bénéfique avant la maladie et pendant la maladie. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'on conseille aux personnes ? On conseille de limiter les activités sédentaires, notamment le temps passé devant la télévision ou l'ordinateur. Alors là, il y a une webconférence, c'est pas très bien en termes de sédentarité, mais bon, il faudra faire attention à ne pas passer la soirée devant la télévision dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on conseille ? Alors, soit de faire 30 minutes, 5 jours par semaine d'activité d'intensité modérée, notamment de la marche rapide, ou alors 20 minutes, 3 jours par semaine d'activité d'intensité un peu plus élevée du jogging. Rien que ça, déjà, ça a un effet bénéfique. Et puis, pendant et après la maladie, c'est important que cette pratique soit encadrée.
via des coachs en activité physique adaptée, parce que quand on est malade ou quand on a été malade, on n'a pas forcément les capacités pour aller faire de l'activité physique comme quelqu'un qui n'est pas malade, d'aller dans une salle de sport, ça peut être compliqué. Et donc c'est pour ça que de plus en plus, on a développé ces systèmes, cette profession de coach en activité physique adaptée. Il y a de nombreuses associations qui proposent cela, et puis la Ligue contre le cancer également est très impliquée dans l'activité physique adaptée pour les personnes atteintes de cancer. Donc, voilà pour l'activité physique. Et puis, je voulais parler un peu de cette notion de jeûne et cancer parce qu'on en parle de plus en plus. Alors, quand on parle de jeûne ou cancer, le problème, c'est qu'on parle de plein de jeûnes différents. Le jeûne peut être intermittent, c'est-à-dire qu'on va réduire l'alimentation pendant quelques heures à quelques jours. On peut faire une restriction calorique, c'est-à-dire qu'on continue à manger tous les jours, mais on mange un petit peu moins. On peut faire une restriction protéique, on va manger moins de protéines. Ou alors, on peut faire ce qu'on appelle le régime cétogène, sur lequel il y a beaucoup d'engouement. En fait, si on va réduire nettement les apports en sucre, les apports en glucides, et on va compenser en augmentant les apports en protéines et en augmentant les apports en lipides, en graisse. Donc voilà, donc ce jeûne thérapeutique, comment ça se passe? Au début, on va utiliser ces réserves dans les premières heures, et puis très vite, en fait, on va préserver le sucre pour le fonctionnement du cerveau, et on va détruire les cellules graisseuses. Alors là, ce n'est pas très grave, on a tous envie que la masse grasse diminue, donc ça, ce n'est pas très grave. Seulement, très rapidement, au bout de 1 à 5 jours suivant les personnes, les cellules graisseuses, on n'aura plus assez de masse grasse, et donc l'organisme va puiser dans les réserves musculaires, puiser dans les protéines, et donc là, on va avoir une fonte des muscles. Et donc, c'est pour ça qu'on est très réticent vis-à-vis du jeûne, c'est qu'on a peur de voir ces muscles qui vont fondre. Alors, en France, il y a un engouement depuis une quinzaine d'années. Ça, c'est une recherche qu'on avait faite sur un moteur de recherche. Vous tapez jeûne thérapeutique, vous allez avoir des millions et des millions de résultats. Il y a eu ce livre sorti par Thierry de l'Estrade, Le jeûne, une nouvelle thérapie, avec des reportages qui sont régulièrement diffusés à la télévision par Thierry de l'Estrade. Et puis Rose Magazine, c'est ce journal qui permet d'accompagner les patientes qui ont un cancer du sein, s'est dit finalement il y a beaucoup de patientes qui se posent la question du jeûne thérapeutique, du régime cétogène, et donc il y a quelques années avait fait cet article Jeûner pour mieux guérir. Donc nous avions souhaité émettre un droit de réponse dans cette revue-là parce qu'il y avait quelques éléments qui nous avaient un peu gênés. Alors, quel est l'intérêt de jeûner? En fait, c'est de se dire, moins on mange, plus on va vivre vieux. Alors, c'est vrai dans les premiers stades de l'évolution, les levures, les bactéries, les vers de terre, mais déjà chez les souris, les résultats sont un peu divergents. Il y a certaines études qui montrent que lorsqu'on soumet des souris à un jeûne, elles vont vivre plus longtemps. D'autres, il n'y a pas d'effet. Et chez les primates, ce n'est pas prouvé. Puis bien sûr, chez l'être humain, on ne peut pas le prouver. Ça ne serait pas éthique de soumettre des volontaires sains à une restriction calorique pour voir si ces personnes-là vont vivre plus longtemps. Et puis, l'intérêt quand on est malade, c'est cette notion de résistance différentielle au stress, c'est de dire qu'en fait, quand on jeûne, les cellules saines vont arrêter de se diviser et pas les cellules cancéreuses. Or, la chimiothérapie n'agit que sur les cellules qui sont en train de se diviser. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on va jeûner. La chimiothérapie ne va pas agir sur les cellules saines puisqu'elles arrêtent de se diviser, donc on ne va pas avoir de toxicité de la chimiothérapie, alors que les cellules cancéreuses, elles continuent de se diviser, donc la chimiothérapie va agir dessus et va les détruire. Donc on va avoir une efficacité des traitements. C'est un concept qui est très théorique, mais qui malheureusement n'a pas encore été prouvé. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des questions sur cela. Et donc en fait, chez l'être humain, il y a très peu d'études sur le jeûne et le cancer. Les résultats sont assez discordants avec de nombreux biais méthodologiques. Et néanmoins, il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y avait une efficacité du jeûne sur la réduction des effets secondaires ou sur l'amélioration de l'efficacité de la chimiothérapie. La seule étude vraiment publiée, c'est une étude qui porte sur 10 patients de 60 ans qui étaient volontaires pour jeûner avant et après la chimiothérapie et les patientes et les patients ont rapporté eux-mêmes les effets secondaires des traitements. Et la seule différence qu'on a, en fait, c'est cette notion de fatigue et de faiblesse, où là, on a une différence significative. En noir, c'est lorsque les personnes ont mangé. En blanc, lorsqu'elles ont jeûné. Il y a moins de fatigue, moins de faiblesse. Néanmoins, tous les autres effets secondaires, chute des cheveux, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée et autres, il n'y a pas de différence significative. Et pour autant,
les auteurs, et les reportages grand public qu'on voit, quand on parle de cette étude, on dit le jeûne thérapeutique permet de mieux supporter la chimiothérapie. Voilà. Alors bon, c'est quand même une étude qui est faite dans un seul hôpital, qui porte que sur 10 personnes, sur des personnes qui étaient volontaires pour jeûner, avec des modalités de jeûne très variables, des types de cancers et des protocoles de chimiothérapie très différents. Et puis les personnes rapportaient elles-mêmes les effets secondaires, donc a posteriori, donc il peut y avoir des petits soucis dans la mémorisation. Donc voilà, donc cette étude pour nous n'est pas tout à fait probante. Et donc c'est pour cela qu'en 2017, le réseau NACRE, le réseau national alimentation cancer recherche, qui regroupe des médecins, des diététiciens, des chercheurs qui travaillent sur le thème lien entre alimentation et cancer, et ben on s'est dit, on va regarder toutes les études qui portent sur jeûne, régime restrictif et cancer. Et puis également, on s'est associé à des sociologues et des anthropologues pour voir la place du jeûne en France. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, en prévention des cancers, aucune étude chez l'être humain qui permet de dire que de jeûner permet de prévenir un cancer. Et chez l'animal, les résultats sont discordants. Certaines études disent qu'il y a un effet, d'autres non. Ça, on en a parlé. Pendant la maladie, quelles que soient les études, il y a très peu d'études sur l'intérêt du jeûne pendant la maladie, sur l'évolution des cancers. Et sur le régime cétogène, les résultats sont assez discordants. Et chez l'animal, c'est pareil. Et donc, c'est pour ça que les conclusions du rapport, c'est de dire qu'il n'y a pas de preuve chez l'être humain d'un effet protecteur du jeûne ou des régimes restrictifs en prévention d'un cancer ou pendant la maladie. Et ce qui nous inquiète, c'est que pratiquer le jeûne ou un régime restrictif, ça augmente le risque de dénutrition et de la sarcopénie, qui là, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des facteurs pronostiques péjoratifs reconnus puisque ça augmente les effets secondaires des traitements et ça peut réduire leur efficacité. Et néanmoins, la troisième conclusion est tout aussi importante, c'est que le jeûne, c'est un fait social que nous ne pouvons pas ignorer. Les personnes malades font beaucoup d'espoir dans les médecines complémentaires et en particulier dans ces régimes restrictifs. Et donc, c'est important qu'on puisse être à l'écoute des attentes des patients pour avoir un dialogue tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques et des risques éventuels. Donc voilà pour le jeûne, on pourra après en reparler dans les questions. Je voulais continuer avec quelques idées reçues, notamment sur le thé vert et le soja, parce que souvent c'est une question qui revient très souvent. Et je vous mettrai les références du réseau NACRE, parce qu'ils ont notamment sorti 2 dépliants sur thé vert et cancer, sur soja et cancer, et on est en train d'en préparer un sur sucre et cancer qui devrait sortir d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc, thé vert et cancer, c'est que le thé vert, l'intérêt supposé, c'est que ça a un effet antioxydant, anti-inflammatoire, et ça pourrait avoir un effet sur le développement des tumeurs. Néanmoins, en prévention des cancers, il n'y a aucune étude qui permet de dire que de consommer du thé vert permet de prévenir l'apparition d'un cancer, de réduire le risque. Ce que l'on sait, c'est que sous forme d'infusion, le thé vert va diminuer l'absorption du fer. Donc, on conseille de prendre le thé vert plutôt en dehors des repas pour éviter de diminuer cette absorption du fer. Et également, lorsqu'on consomme des boissons trop chaudes, ça augmente le risque de cancer de l'œsophage. Donc, on conseille de laisser refroidir le thé, de le boire à moins de 65 degrés pour éviter cela. Et sous forme de complément alimentaire, il y a quand même, notamment au-delà de 800 mg par jour, ça peut être toxique pour le foie. Donc, on conseille de limiter la quantité et que les compléments alimentaires soient pris uniquement sur prescription médicale, s'il y a besoin. Donc, voilà, pour quand même avoir un suivi et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et pendant les traitements, malheureusement, il n'y a pas de bénéfice reconnu au thé vert. Ça peut augmenter la toxicité de la chimiothérapie, voire réduire l'efficacité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc maintenant, on conseille d'éviter de consommer du thé vert le jour du traitement, ainsi que les 2 jours qui précèdent et les 2 jours qui suivent. Donc voilà, donc quand on est sous chimiothérapie, pas de thé vert 2 jours avant la chimiothérapie, le jour de la chimiothérapie et les 2 jours qui suivent, et pas de thé vert pendant toute la durée de la radiothérapie. Les autres formes de thé, le thé noir ou les autres thés, le rooibos notamment, il n'y a aucun problème, il faut juste le laisser refroidir. Voilà pour le thé vert. Et puis pour soja et cancer du sein, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent pour les personnes qui ont un cancer du sein, parce que le soja, ça contient un peu des phytoœstrogènes, et puis à chaque fois on se dit, quel est le lien entre phytoœstrogènes et la survenue d'un cancer du sein ou la récidive d'un cancer du sein? Alors, en prévention des cancers, c'est assez compliqué, c'est que en Asie, on a l'impression qu'une alimentation traditionnelle riche en soja, les femmes qui ont ce type d'alimentation font un peu moins de cancer du sein. Néanmoins, en Europe ou en Amérique du Nord, on n'a pas vu, les études n'ont pas démontré cet effet-là.
Donc, probablement que le soja a un rôle, mais probablement que ça agit en association à autre chose qu'on n'a pas identifié. Et donc, peut-être, ou peut-être que dans les pays occidentaux, ben, on a d'autres habitudes alimentaires qui annulent l'effet du soja. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que de consommer du soja en Occident, notamment, permet de prévenir l'apparition d'un cancer du sein. Et tout ce qui est complément alimentaire à base de soja, par contre, ça a été démontré que ça augmente le risque de cancer du sein non lié aux hormones. Et également, ça augmente le risque de cancer du sein si on a dans la famille d'autres personnes qui ont eu un cancer du sein. Et pendant ou après le cancer, il n'y a pas eu de bénéfice démontré au soja. Ça ne permet pas de mieux supporter les traitements ou de diminuer la rechute. Et donc, on a la même précaution pendant ou après le cancer qu'en prévention. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on conseille. Et tout ce qui est complément alimentaire à base de soja pendant ou après un cancer, c'est plutôt déconseillé par les instances de santé publique. Donc, le soja consommé sous forme d'aliment, son intérêt, c'est que c'est quand même une source de protéines végétales, et donc ça peut permettre de contribuer à avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Et donc, ce qu'on conseille, c'est de consommer du soja dans l'alimentation en petite quantité et pas tous les jours. Et donc, les conseils, c'est de se dire environ maximum 1 mg d'isoflavone par kilogramme de poids et par jour. Alors, pour simplifier, je dirais que quelqu'un qui pèse 60 kg, ça serait de prendre maximum 200 g de soja par jour et pas tous les jours. Et là, on se dit 200 g de soja, ça fait déjà une bonne dose. Et donc, on peut se dire que d'en consommer sous forme d'alimentation, dans l'alimentation, une fois de temps en temps, c'est vraiment pas dangereux quand on a un cancer du sein. Voilà. Et par contre, sous forme, il manque une phrase, c'est sous forme de complément alimentaire, c'est précaution particulière pendant les traitements. Et puis également, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention au soja caché qu'on a dans les produits industriels, dans tous les plats préparés. Il y a souvent du soja, de la lécithine de soja, et donc qui permet d'apporter un peu d'isoflavone. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la quantité de soja que l'on consomme. Et sous forme de complément alimentaire, il n'y a pas de bénéfice démontré au soja sous forme de complément alimentaire, et ça pourrait avoir des effets délétères. Donc moi, ce qu'on conseille, c'est le soja sous forme de complément alimentaire, c'est uniquement sous prescription médicale. Et prudence, si on a des problèmes de thyroïde, notamment une hypothyroïdie, ou si on a déjà eu un cancer du sein, ou si dans la famille il y a des cancers du sein. Donc voilà, donc je vous mettrai après, à la fin, je vous mettrai l'adresse du site internet où vous pouvez télécharger ces documents. Et également, je pense que la Ligue contre le cancer doit avoir ces documents à donner. Donc, pour terminer, quand les patients me demandent qu'est-ce qu'il faut manger quand on est sous traitement, déjà, la question, c'est ce qu'on a vu, c'est pourquoi est-ce qu'on mange. Faire attention à la convivialité. Se poser la question sur la variété de l'alimentation, la diversité de l'alimentation. L'alimentation, c'est un plaisir. Et puis, ce qui est important, c'est que quand on a des difficultés pour manger, il y a des solutions qui existent. Et donc, c'est important d'en parler avec les équipes et de ne pas banaliser cette problématique-là. Donc, voilà. Donc, je voulais parler, je fais partie du collectif de lutte contre la dénutrition. Donc, c'est un collectif qui a été créé il y a quelques années parce que on estime environ à 2 millions de Français le nombre de personnes dénutries. On sait que la dénutrition, ça touche énormément de monde. Je disais tout à l'heure, environ 40% des personnes atteintes de cancer sont dénutries. Et donc, depuis l'an dernier, il y a une semaine nationale de la dénutrition qui existe, qui est au mois de novembre, pour laquelle les professionnels de santé, nous nous mobilisons pour lutter contre la dénutrition. Donc voilà, donc pour terminer, je vous invite à visiter ces deux sites internet. Le premier site, c'est nutritionclinique.fr. C'est un site mis à disposition par la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, à laquelle j'appartiens, qui est un site destiné au grand public pour donner des conseils lorsque l'alimentation est difficile. Et puis également le site du réseau NAC, Réseau National Alimentation Cancer Recherche, www.inrae.fr/NAC, qui permet d'avoir plein de conseils sur le lien entre alimentation et cancer. Voilà, donc je vais laisser un peu l'écran et puis je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions. Super, merci beaucoup pour toute cette présentation. C'était très, très complet, très enrichissant. Donc on va passer au temps de questions.
Et puis, donc vous pouvez, comme d'habitude, les spectateurs, poser vos questions via l'onglet questions-réponses ou le chat. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous pouvez enlever votre présentation si vous voulez, enfin, vous pouvez mettre le, voilà, vous pouvez mettre le lien dans le chat. Ah oui, tout à fait, oui. Et puis comme ça, ça sera plus sympa pour les spectateurs. Donc on a déjà deux questions même. C'est une personne qui demande est-ce que le tamoxifène stimule l'appétit et comment limiter cette prise de poids avec ce traitement? Alors, c'est pas tout à fait que le tamoxifène ne va pas forcément stimuler l'appétit, mais c'est plutôt que le tamoxifène va agir sur la production d'hormones, modifier la production d'hormones, et donc on va avoir des modifications un peu de l'absorption des aliments, et peut avoir tendance à prendre du poids. Alors cette prise de poids est très variable d'une patiente à l'autre. Il y a des patientes qui ne vont pas prendre du poids, mais certaines personnes peuvent prendre plusieurs kilogrammes. Et donc, ce qu'on conseille pour limiter la prise de poids, donc, ça va être de faire de l'activité physique régulièrement, et puis également d'avoir une alimentation. Alors, éviter les grignotages entre les repas, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, manger une petite part de féculents à chaque repas. Les féculents, c'est le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre qui permettent d'éviter d'avoir les sensations de faim entre les repas. Et puis de limiter un peu donc, tous les aliments ultra transformés, hein, les plats tout préparés, limiter la charcuterie, limiter les choses très salées, très sucrées ou un peu grasses. Après, c'est une histoire d'équilibre alimentaire, et l'équilibre alimentaire, ça va se faire sur plusieurs jours. Et c'est pas non plus s'interdire toute alimentation, tout plaisir et tout écart alimentaire. Hein. Voilà, si un jour on est invité et qu'on nous propose un bon repas, il faut quand même manger. Mais c'est important de faire un peu attention à ce qu'on mange, éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré, et puis faire de l'activité physique. Ok. Merci. Du coup, une autre question. En protéines, vous avez parlé de la viande et du coup en protéines végétales du soja. Mais est-ce que du coup il y a d'autres protéines végétales qui sont utiles selon vous et du coup le soja peut-il remplacer la viande? Très bonne question. Alors, les protéines, il y en a, donc il y a tout ce qui est viande, poisson, œufs, qui est charcuterie, qui est la plus grande source de protéines. On a dit tout à l'heure les produits laitiers. Et puis après, oui, il y a des sources de protéines dans les légumineuses notamment, donc soja, mais tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois chiches. Voilà. Après, dans riz, pâtes, pommes de terre, il y a un petit peu de protéines, mais tout de suite, il y en a moins. Alors, après, tout dépend. C'est vrai que en France, on a tendance à manger de moins en moins de viande, à végétaliser de plus en plus son alimentation. Alors, je ne parlerai pas de la pédiatrie parce que je ne suis pas pédiatre, et donc là, je suis totalement incompétent pour savoir si il faut que les enfants ou pas mangent de la viande. Je pense que ça serait tout un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Pour les adultes, tout dépend si on n'a plus envie de manger de la viande, soit parce que souvent, alors, quand on est sous chimiothérapie, déjà souvent il y a un dégoût de la viande, ou si par conviction on souhaite ne plus manger de viande, ça va être de trouver d'autres sources de protéines. Alors je pense que si on mange des œufs ou des produits laitiers, c'est pas très grave, mais si on est ce qu'on appelle végétalien, où là on va arrêter tout ce qui est protéines animales et puis dérivés des protéines animales, donc les œufs, les produits laitiers, là ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir suffisamment de protéines rien que par les légumineuses. Je pense qu'il faut quand même continuer à consommer des œufs, des produits laitiers en plus des légumineuses, tout ce qui est lentilles, haricots secs, pois cassés, pois chiches. Ok. Une autre question, alors c'est avez-vous des conseils pour les cancers digestifs et pancréas pour lesquels l'alimentation n'est pas simple à gérer? Oui, c'est vrai que les cancers du pancréas notamment font partie de ces cancers où on voit les personnes qui perdent énormément de poids très très rapidement, et ce résultat, elles sont épuisées.
Ce qui est important, c'est déjà, je pense, c'est de se peser très régulièrement pour au moins une fois par semaine pour détecter qu'on a tendance à perdre du poids pour pouvoir agir très rapidement. Et donc, bon, les conseils, mais c'est vrai que c'est difficile quand on a un cancer du pancréas, c'est vraiment de manger en toute petite quantité et très régulièrement. C'est voilà, essayer de manger suffisamment de protéines. Mais c'est vrai que voilà, moi, pour les personnes qui ont un cancer du pancréas, je suis assez partisan de débuter très rapidement une alimentation artificielle, notamment une sonde d'alimentation, parce que voilà, quand je vois des personnes qui ont perdu 35-40 kg en très peu de temps, malheureusement, l'alimentation va pas être suffisante. Et puis en parallèle, alors, l'activité physique adaptée, quand on a un cancer du pancréas, qu'on a perdu beaucoup de poids, souvent on est trop épuisé pour en faire. Donc ça va être plutôt de faire de la kinésithérapie au début pour faire du renforcement musculaire et dans un second temps seulement l'activité physique adaptée. Et puis j'ai oublié tout à l'heure dans les associations, il y a Ciel Bleu aussi qui est très impliqué pour l'activité physique adaptée. Et ben, c'est notamment l'association avec laquelle on propose des activités physiques adaptées. Qui d'ailleurs reprennent en extérieur pour les, pour les personnes concernées. Ah, c'est bien. Alors, une autre question. Vaut-il mieux manger froid ou chaud? Vous avez parlé tout à l'heure que le chaud pouvait engendrer des cancers de l'œsophage. Est-ce qu'il y a une préférence même pour les personnes en traitement? Alors, c'est les boissons très chaudes qui augmentent le risque de cancer de l'œsophage. Oui, alors, après, quand on est en traitement, souvent, les aliments chauds on génère un peu plus d'odeur. Donc déjà, quand on est facilement nauséeux, on conseille plutôt de manger tiède ou froid. Et également, quand on a la mucite, l'alimentation chaude va aggraver un peu cette inflammation de la bouche et ça peut donner des difficultés pour manger. Donc, moi, je conseille quand on a des difficultés pour manger, à manger plutôt tiède ou froid. Voilà, parfois, les glaces, ça passe assez facilement, notamment là avec la chaleur qu'il fait, c'est un peu plus simple de manger froid. Après, tout dépend notamment du type de chimiothérapie. Notamment, il y a l'oxaliplatine qu'on utilise dans les cancers digestifs qui donne des fourmillements dans les extrémités quand on touche des choses froides. Et parfois, ça peut donner des décharges électriques dans la bouche ou des sensations de resserrement de la gorge quand on mange trop froid. Donc ça serait un peu la seule limite de manger froid pour ces personnes-là qui sont sous oxaliplatine, de se dire c'est de plutôt manger tiède. Mais si c'est difficile pour manger, de manger tiède ou froid, parfois ça passe un peu mieux. Ok. Il y a une personne qui témoigne le fait que lorsqu'elle mange, elle a du mal à déglutir, elle a mal à la gorge et donc d'avaler. Est-ce qu'il y a des conseils pour ce genre de cas? Alors déjà, je pense que c'est de consulter le médecin pour voir s'il n'y a pas une inflammation de la gorge, des aftes, des choses comme ça, pour faire un traitement adapté. Après, parfois, oui, on a des difficultés à déglutir. Donc, dans ce cas-là, ça va être de manger des choses assez faciles à déglutir. Alors, parfois, on est amené à mixer l'alimentation, mais souvent, quand on mixe tout ensemble, c'est pas toujours très appétissant. Donc, c'est d'adapter les textures, de manger, par exemple, des choses sous forme de compote. Parfois, ça passe un peu mieux. Des laitages, des purées, ça passe un peu mieux. Bien mâcher, si c'est de la viande, soit la couper en tout petits morceaux ou bien la mâcher. Le poisson, souvent, ça passe un peu mieux parce que ça fond un peu plus en bouche. De choisir plutôt des aliments qui ont ce qu'on appelle une texture un peu plus molle pour que ça passe mieux. Tout ce qui est les biscuits, les tremper par exemple dans du lait, manger des madeleines écrasées dans du lait, parfois ou des petits beurres écrasés dans du lait. Et puis après, il y a des plats tout préparés qui peuvent être achetés, qui sont ce qu'on appelle faciles à manger. Donc initialement, ça avait été fait pour les personnes âgées en maison de retraite qui avaient des difficultés pour avaler, où en fait, c'est des choses qui ont une consistance un peu solide pour le mettre dans la bouche, et puis après, ça va fondre en bouche pour être avalé tout seul. Ok. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on doit manger les jours de chimio? Et si oui, qu'est-ce qu'on doit manger?
Alors, ça, c'est vraiment à chacun de faire. Alors, moi, il n'y a pas de recommandation de ne pas manger les jours de chimiothérapie pour mieux supporter la chimiothérapie, hein. Pour l'instant, on n'a pas démontré que ça avait un intérêt. On n'a pas démontré que de ne pas manger la chimiothérapie allait être plus efficace. Après, par contre, parfois, voilà, si on est un peu barbouillé, moi, je conseille plutôt dans ce cas de manger léger. Parfois de préparer pour le soir de la chimiothérapie quand on rentre, d'avoir préparé la veille ce qu'on allait manger. Comme ça permet, si on est un peu fatigué, de ne pas avoir à devoir se préparer à manger. Tout dépend. Il y a des personnes qui arrivent à manger totalement normalement le jour de la chimiothérapie, donc il n'y a pas de choix à privilégier. Si on voit que c'est un peu difficile, qu'on est un peu nauséeux ou qu'on n'a pas trop faim, c'est de manger quelque chose de léger, pas trop gras pour que ça soit facile à digérer, et puis d'avoir une petite source de protéines, par exemple un produit laitier, hein. Ça peut être de manger une part de fromage sur du pain, beurre ou sur une biscotte, un yaourt ou du fromage blanc, voilà, une petite part de pâte, des choses comme ça. Et voilà, moi, là, dernièrement, j'ai vu une patiente qui m'a dit j'ai besoin d'aliments réconfortants le soir de la chimiothérapie parce que ça a été, pour moi, psychologiquement, ça a été dur d'avoir ma chimiothérapie. Donc, quand je rentre, j'ai besoin de quelque chose. Alors, c'est pas du tout équilibré, c'est comme ça. Alors, il y a du chocolat, il y a des choses comme ça. Et c'est pas très grave, hein, qu'on mange ce qui nous fait envie. Parfois, en l'ayant préparé la veille, moi, je trouve que c'est plutôt mieux. Et puis, une petite quantité, et puis si on a encore faim, se resservir. Ok. Est-ce que du coup, vous conseillez 3-4 repas, enfin selon l'heure du dîner, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même un repas, si on n'arrive pas à faire déjà ces 3 repas, est-ce qu'il y a un repas à privilégier plus qu'un autre? Euh, Pas forcément. Après, ça dépend un peu des habitudes alimentaires, hein. Il y a des personnes qui, depuis tout petit, toute petite, n'ont jamais pris de petit déjeuner. Donc, si c'est dans nos habitudes et qu'on n'a pas faim au matin, voilà, pas forcément manger. Moi, je dirais, si on n'a pas faim, c'est de manger en petite quantité 3 fois par jour plutôt que de se forcer à faire un gros repas une fois dans la journée. D'accord. Ok. Euh, on va Encore quelques questions. Y a-t-il des aliments plus agréables et stimulants quand on n'a pas d'appétit? Oui, alors déjà, ça va être de limiter les aliments qui génèrent trop d'odeur. Voilà, quand il y a les aliments qui créent beaucoup d'odeur, souvent ça bloque un peu l'appétit. Parfois des choses toutes simples, hein, des aliments qui ont très peu de goût passent très bien. Donc moi je suis toujours très étonné par la vache qui rit, le kiri, le saint-mauré, ces fromages-là voilà, qui sont très très neutres, que les enfants aiment beaucoup. Finalement ça passe très bien quand on est malade. En plus, ça peut être mélangé dans de la soupe, dans de la purée, dans des pâtes, sans que ça ait trop de goût. Et puis souvent, quand on n'a pas d'appétit, c'est des aliments tout simples, hein. Des pâtes au jambon, souvent ça passe très bien, voilà, sans vouloir faire de la grande cuisine. Euh, voilà, alors après, c'est également quand on n'a pas d'appétit de éviter de manger dans la pièce où on prépare les repas. Parce que ça a généré beaucoup d'odeur et donc c'est un peu plus dur à manger. Euh, Éviter tout ce qui est friture, hein, quand on n'a pas d'appétit, poisson frit ou les frites, c'est pas le mieux qui passe. Mais vraiment, des repas tout simples, légers, et puis toujours, oui, pas très chaud. Souvent, ça passe un peu mieux. Euh, je réfléchis un peu. Des biscuits secs tout simples, hein, ou des madeleines, voilà, n'importe quel biscuit, voilà, ça passe assez facilement. Et du coup, après, au niveau apport nutritionnel, comment on s'y retrouve si on n'a que envie de ce genre de choses? Après, on voit, hein, c'est d'essayer de manger. Alors, tout dépend des jours. Si c'est sur le long terme on mange que des petites choses, c'est sûr qu'on ne va pas manger suffisamment. Donc après, ça va être de prendre des compléments alimentaires pour combler le manque, notamment en protéines. Après, sinon, si par exemple les pâtes passent bien, ça va être de rajouter du jaune d'œuf dans les pâtes ou du gruyère râpé dans les pâtes. Ça permet d'avoir un peu plus de calories, un peu de protéines.
Ça peut être de mixer du jambon, parfois ça passe un peu mieux. Je disais tout à l'heure, tout ce qui est le thon écrasé, on peut le mélanger dans une salade. Les sardines à l'huile ou les maquereaux. Parfois, les fruits de mer passent plus facilement. Les sardines, ça peut être les crevettes, ça peut être mélangé dans des salades. Il peut y avoir mixé du jaune d'œuf. Cuisiner avec des œufs au lait, du riz au lait, ça permet que ça soit un peu plus riche et que ça passe un peu mieux. Ok. On va arriver dans les dernières questions. Est-ce qu'il y a des aliments qui vont redonner du coup cette fois-ci plus de force musculaire que d'autres? Vous parliez au début de votre présentation. Oui. Les aliments qui vont donner de la force musculaire, ça va être les protéines qui vont permettre de refaire du muscle, donc ce qu'on disait tout à l'heure, viande, charcuterie, poisson, œufs, produits laitiers, et puis les légumineuses. Ça va être pour le muscle. Et après, pour l'énergie, ça va être plutôt tout ce qui est aliments gras. Donc ça peut être de rajouter de la mayonnaise, de la crème fraîche, du beurre cru, des produits laitiers au lait entier, rajouter de la poudre de lait, poudre de lait du commerce, de manger du lait, de préparer d'utiliser du lait concentré pour les préparations, de mettre des sauces, cuisiner avec une sauce béchamel par exemple, ça peut permettre d'avoir un peu plus d'énergie. Ok. On va arriver sur la dernière question. D'où vient ce goût métallique que l'on peut avoir? Du coup, vous l'aviez évoqué aussi. Mais d'où vient-il? C'est une très bonne question. On a encore du mal à l'expliquer. Et c'est vrai que toute cette inflammation dans la bouche, ce qu'on appelle la mucite, qui suit beaucoup avec la chimiothérapie, et encore plus maintenant qu'on utilise des traitements par voie orale. On n'explique pas bien le mécanisme, et c'est pour ça qu'on a du mal à le traiter. Mais c'est vrai qu'on le constate énormément et sans qu'on sache trop pourquoi. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. Merci aux spectateurs d'avoir participé. N'hésitez pas à faire parvenir vos questions si jamais on peut y répondre. Oui, n'hésitez pas, vous m'enverrez un mail et puis je ferai des réponses. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Oui. C'est très gentil de votre part, merci. Et du coup, donc, je rebondis un peu sur votre présentation aussi, donc sur l'activité physique adaptée. C'est vrai qu'on propose plusieurs séances qui, donc je l'ai dit, reprennent en extérieur et qui ont continué en visio pendant le confinement. Mais voilà, c'est avec l'association Ciel Bleu. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous n'êtes pas encore... si vous êtes intéressé et si vous avez besoin d'informations là-dessus. Et en parallèle, on fait aussi on propose des séances d'accompagnement en diététique. Donc là, cette fois-ci aussi, ça a pu reprendre en présentiel et ça continue en visio. Donc avec notre diététicienne Joël. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis du coup s'il y a une info importante, les webconférences du coup finalement vont diminuer à une fois par mois. Parce que c'était 2 fois par mois là depuis qu'on a commencé, mais l'été approchant, on a un peu plus de mal à fidéliser à la fois les intervenants et les spectateurs. Donc on se dit que juste pour l'été, on réduit le rythme pour recommencer de plus belle en septembre. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aussi retourner voir sur la chaîne YouTube toutes les webconférences et dont celle-ci qui sera en replay. Voilà, je vous laisse un petit mot de la fin si vous voulez. Merci beaucoup à la Ligue contre le cancer de m'avoir permis de parler de cela. Et puis ce que je voudrais dire, c'est que parfois c'est difficile et il ne faut surtout pas se sentir isolé. Il y a des solutions qui existent. Donc en parler aux équipes soignantes, en parler à la Ligue contre le cancer, c'est souvent des relais importants pour pas se sentir seul. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.